passé des années où en fait on te sous-estime. Tu sais, j'étais dans une famille, d'abord une famille entre guillemets dite normale et puis après une famille recomposée où j'étais un peu le mouton noir. On m'appelait vraiment même pas par mon vrai prénom, on me surnommait Marie Chantal parce qu'on disait que j'étais un peu délicate, j'étais trop sensible. Du coup on m'appelait Marie Chantal chez moi, c'était horrible. Et tu vois, genre des petites humiliations, genre on me renverse une bouteille d'eau sur la tête à un repas de famille. La grande a fait son anniversaire, elle m'invite pas, enfin, donc la fille de mon beau-père. Et en fait, c'était ça tout le temps, en fait. Donc j'avais fini par grandir en pensant que j'étais rien, quoi. Et tout d'un coup, j'accouche, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Quand j'écoute un podcast, j'ai pas envie qu'on me parle de parentalité. Ah bon? C'est vrai. C'est bien ma vie, quoi. Je vois des parents le matin quand je dépose ma fille à l'école, ils parlent que des gosses, je vais les chercher, ouais, je comprends. Ils parlent que des gosses. Mais j'espère qu'on n'en parle pas de la même façon que... Non, bah ici c'est high level. Que à l'école, quoi, tu vois. Ah non, ici, où les discussions un peu entre darons, tu vois, très... Ouais. J'ai pas de Si on essaie de valoriser son enfant subtilement. Moi j'ai l'impression que tous les autres gosses sont en avance sauf la mienne parce que tous les parents me font des tirades. Je réfléchis, c'est génial, et formidable, et la mienne elle porte encore des couches, qu'est-ce que tu vas faire? Enfin je veux dire, si on joue à ça, ma fille sait pas écrire son prénom, mais elle sait écrire le prénom de sa cousine, formidable, elle a pas compris comment elle s'appelait. Et toi qu'est-ce que tu me dis? Que ton gosse il sait nager à 3 ans. Et écoute, formidable, je suis ravie pour vous. Non mais à un moment donné, non je sais pas, c'est pas ça toi? Écoute, comme j'en ai jamais rien eu à foutre. Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ça m'intéressait pas, tu vois. Mais c'est plutôt après, un peu plus tard, tu vois, les discussions d'adultes, quoi, tu vois, qui ont souvent lieu à la sortie de l'école ou à la rentrée de l'école. Non, c'est des adultes qui jouent à être des adultes. Oui. Alors quand je dis adulte, je mettais plein de guillemets, hein, tu vois, dans ma tête en tout cas. C'était vraiment très... où on va parler du prix immobilier ou du truc où moi je suis là, ça m'intéresse pas, désolé les gars. Donc non, j'ai tendance à pas, j'ai pas trop été dans ce game, tu vois. Et d'une manière générale, je sais pas s'il y a peut-être des parents d'élèves qui m'écoutent, qui sont des amis et tout. Je j'ai pas vraiment envie d'être là. Allez, salut. Donc je m'en allais. Et surtout, on crée pas de vraie connexion parce que notre seul point commun, c'est les enfants. Oui. C'est pas, on se rend compte parce qu'on a le même boulot ou parce qu'on a des amis en commun. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est difficile de passer au-delà de la relation parent-d'élève. Parce que c'est une prise de risque aussi. Tu vois, quand tu commences à parler de ta vraie vie, de tes vrais sentiments et tout ça, t'as vraiment une chance sur deux que la personne te juge parce que c'est un ami que tu n'as pas choisi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, il n'y a rien qui m'angoisse le plus que les goûters d'anniversaire. Là, c'est bien, maintenant, on peut les laisser, ils sont assez grands, mais quand tu dois rester surveiller ton enfant et qu'en plus, tu dois subir des conversations de gens que, encore une fois, tu n'as pas choisi dans ta vie, en fait. Donc, moi, j'ai coupé les ponts avec ma famille, c'est pas pour me coltiner des gens que je connais pas
et qui ne m'inspire pas. Enfin bref. Oh, je suis la maman aigrie. Maintenant, tu vas voir, à tous les coups, il y a des mamans d'élèves. Il y en a que j'aime bien. Alice, la maman d'Aurore, je t'aime bien. Bah là, si tu commences à en citer une, il va falloir toutes les c'est citer. horrible. C'est comme un discours aux Oscars. C'est horrible, oui, exactement. Bon, bref, excuse-moi. Alors, on commence. Ok. Christine Béroux, donc. Oui, bonjour. Merci beaucoup de venir dans mon podcast. Ou comme tu disais, tu n'aimes pas écouter des podcasts de daron parce que c'est toute ta vie. Bah ouais, Ça quand suffit. tu es maman, ouais, je sais ce que c'est. Il y a des gens qui expliquent ce dont par quoi je passe. Bah, je suis en train de dire, enfin, c'est bon, enfin, tu vois. Mais très bien, mais je suis là pour un partage d'expérience. Moi, je t'avoue qu'en tant que père, j'ai appris plein de choses à écouter d'autres pères. Et même si j'avais la sensation qu'il y avait des choses dans lesquelles je me retrouvais, parfois l'effet miroir, il marche bien. Peut-être aussi parce qu'il y a moins d'injonctions à être père qu'il y a une injonction à être mère. Alors, Parce que sans doute. Moi, ça fait depuis que je suis petite qu'on m'explique comment il faut être maman. Ah ouais. Alors que toi, on t'explique pas forcément depuis que t'es tout petit au petit garçon comment il faut être papa. Au contraire, on t'explique plutôt comment gagner à la guerre. Bah voilà. Joue aux jeux vidéo, ne pas pleurer, ne pas avoir d'émotion. Ça, c'est J'avais fait une très belle vidéo là-dessus sur l'apprentissage de tes larmes, je me rappelle. J'avais vu une vidéo de toi où t'étais en larmes et je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive ? Et tu disais que t'assumais tes pleurs. Oui. J'avais trouvé ça très beau, C'est très important. courageux. Ouais, Je me mets sur Insta, pas tous les jours. Alors, pour les gens qui écoutent, peut-être des mecs qui écoutent, j'ai fait une vraie thérapie avec ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pleure, je me prends en photo en train de pleurer. Un peu comme, alors je les poste pas systématiquement, mais en fait, un peu comme un truc de, ok, c'est cool, t'as le droit de le faire, tu vois. Et j'ai fait ça depuis un an et demi, et en fait, je pleure beaucoup plus facilement maintenant qu'avant. Et j'en ai posté quelques-unes sur Insta. Et il faut savoir qu'à chaque fois, je perds des followers. Mais c'est normal, parce que les gens n'ont pas envie d'avoir des larmes dans ton feed. Mais quoi, tu vois. perds pas les meilleurs. Mais c'est ça, je trouve que ça fait un bon filtre aussi. Mais ouais, effectivement, c'est un sujet pour les hommes. Et effectivement, toi, tu es en train, depuis que tu es toute petite, à apprendre à devenir maman. Oui. Moi, on m'a appris à devenir un guerrier. Ah ouais, et moi, il faudrait que je prenne une photo à chaque fois que je pleure pas. Cette fois, je pleure pas. C'est tout le contraire. Et justement, on en profite pour faire un petit peu de moment de promo, parce que peut-être que cette fameuse dichotomie là, tu vois, d'éducation fille-garçon, elle est peut-être aussi à l'initiative, à l'origine, j'allais dire, voilà, de ton bouquin qui s'intitule Le jour où j'ai rencontré le connard, vraiment écrit en très très gros, de trop, qui raconte ta vie amoureuse, hein. Bah, qui raconte comment à 40 ans, je me suis encore laissée avoir par un connard, parce que il y a plein de trucs que j'avais pas déconstruits, parce que je pensais que il fallait que les hommes, il fallait les laisser chasser, parce que j'écoutais les adages, genre suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, les coachs qui disaient faut laisser de l'espace aux hommes, il faut pas leur montrer tes sentiments, sinon ils vont avoir peur. Faites attention aux coachs. Bah oui, j'en parle dans le bouquin, et du coup je rencontre cet homme qui donc est un connard, mais ça je l'ai pas compris tout de suite, évidemment. Donc évidemment j'ai pas vu les red flags. Moi avant tout je voulais lui plaire parce qu'il me plaisait beaucoup, et donc bon bref, je me suis laissée avoir, comme je raconte dans le bouquin. Première soirée, je lui ai dit que je veux pas d'un plan cul parce que c'est très important pour moi, je veux plus de plan cul. Je lui dis j'ai beaucoup souffert, il sait pas encore d'où je viens, mais bon, faut savoir que quand même moi j'ai connu des agressions sexuelles, voilà, j'ai pas eu une vie facile. Donc je lui explique que je suis fragile, que si vraiment il se sent pas, voilà, je préfère m'arrêter tout de suite. Là, love bombing. Il me dit non, pas du tout, j'ai envie de m'engager. En plus, on se connaissait depuis longtemps dans le secteur professionnel et on a matché sur une appli de rencontre, donc c'était assez incroyable. Mignon. Et ouais, incroyable. Sur le coup, je me suis dit oh là là, quelle chance. Puis maintenant, bon moi, par exemple, je swipe à gauche tous les gens que je connais dans la vraie vie. Sur les applis de rencontre. Bah là, en fait, il me plaisait beaucoup. Je l'avais croisé dans un événement professionnel et il me plaisait beaucoup. Et en fait, je sais pas trop comment l'aborder sur les réseaux sociaux. On s'écrivait de temps en temps, on se voyait. Enfin, c'était assez charmant. Et puis, et on match sur une appli. Donc, ça veut dire qu'il m'a liké, quoi. Donc, moi, je suis l'élu, je suis hyper contente. Et puis, très vite, on décide de se voir. Donc, pour la première fois, de ne pas se voir dans un environnement professionnel. Et là, je lui explique, je lui dis, tu sais, j'ai pas eu de rencard depuis longtemps. Enfin, tu sais, c'était après le Covid et tout ça. Et je lui dis, vraiment, enfin, voilà, j'ai pas envie de m'engager dans un truc où je vais. Et vraiment, je te dis, il me dit, mais t'aurais dû. Il me parle de cet événement professionnel. Il me dit, mais tu sais quoi? Tu serais venu me voir ce soir-là. On aurait commencé à sortir ensemble ce soir-là. On serait ensemble depuis 6 mois. T'imagines, on a perdu 6 mois. Le gars me dit ça. Et là-dessus. C'est très chelou, ça, déjà. Mais ouais, mais surtout, il me fait croire qu'il a vraiment un coup de foudre pour moi, tu vois. Il s'engage. Et bon, du coup, moi, j'y vais. Je couche avec lui. On couche ensemble. Et là, la violence, il me demande de partir. Tout de suite.
en me disant j'aime pas trop dormir avec des filles. Mais t'inquiète pas, je te rappelle demain, on se voit bientôt. Et après, il a disparu, il m'a ghosté. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement dur parce que j'ai passé après ça des semaines à me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit, je comprends pas, à repenser ces trucs de merde, j'aurais pas dû faire cette blague, il a dû voir une story où j'étais pas jolie, enfin tu vois, et là-dessus en discutant avec des copines, je me suis rendu compte qu'on était des dizaines à vivre ça et qu'en fait la société protège ce genre de comportement. Donc il y a les coachs, il y a les comédies romantiques où c'est normal si le mec il est un peu gougé au début, blablabla, et puis non, on après... appelle ça un connard. Mais ouais, c'est ça. Il y a le fameux truc pas de réponse, c'est une réponse. Non, pas de réponse, c'est un manque de respect. Oui. Et en fait, là-dessus, même mes copines qui étaient elles-mêmes endoctrinées me disaient non, lui réclame pas de compte parce que tu vas perdre ta dignité. Mais quoi ma dignité ? Enfin, je veux dire, bref. Et puis au bout d'un moment, je suis revenue vers lui. Il m'a dit non, mais c'est parce que j'ai pas trop le temps. Mais t'inquiète pas, on va se revoir, évidemment, machin et tout. Et il m'a baladé comme ça pendant 1 mois et demi. Et après, j'ai coupé court. Et puis après, c'est ce que je raconte dans le bouquin. 3 mois après. Le retour du héros. Revient, bien sûr, toujours. Et là, il m'a mise à terre. Hein. Il m'a vraiment mise à terre. Et ça a été très violent. Et ma seule porte de sortie, ma seule chance de survie, c'était d'en faire une œuvre. Et donc, j'ai écrit ce livre pour m'en sortir. Je raconte tout ce qui s'est passé, dans quoi je suis tombée. Je théorise beaucoup. J'essaye de trouver des solutions. Voilà. Oui, c'est une vraie, c'est une vraie œuvre de libération. Ouais, pour toi. C'est l'œuvre que j'aurais voulu avoir entre les mains il y a 2 ans en fait. Voilà, j'ai écrit le truc après. Voire même il y a 20 ans. Non oui, je pense. Ouais. Enfin, si ça peut servir à d'autres maintenant, mais voilà. Ouais, oui, toi tu me connais bien, donc voilà, je peux pas te la faire à l'envers. Toi, t'es pas comme les autres journalistes en fait. Je peux pas te mentir parce que tu connais mon histoire. Moi, je connais un peu ton histoire, donc je sais que. Oui, parce que toi, tu m'as connu avec un énorme connard déjà à l'époque, un mec qui était poursuivi pour viol et tout. Tu m'as vu rester avec ce gars, tu m'as vu, lui accorder tellement de crédit, et là-dessus, tu me vois retomber dans le panneau. Ouais. Tu fais partie de ces amis qui lèvent les yeux au ciel et qui font vraiment à l'y retourner. Mais non, c'est parce qu'en fait, pour moi, c'est des traumas, et les traumas sont des cycles en fait, et tant que tu sors pas de cette boucle, et c'est dur de sortir de cette boucle parce que parfois tu t'es construit là-dessus, enfin tu racontes, tu t'es aussi construit, c'est limite ton identité en fait, tu vois. D'être une victime, ouais. Et puis surtout, quand tu as connu des figures masculines dans ta famille qui sont problématiques et auxquelles tu es attaché parce que c'est ta famille, tu arrives dans le monde en pensant que c'est ça l'amour. Ouais. Et qu'un mec qui me calcule pas, ça doit être ça l'amour puisque moi on m'a jamais trop calculé. Donc en fait il faut désenclencher ça, il faut déconstruire, il faut démonter la machine et tout reconstruire à l'envers. Donc c'est très compliqué. Hein. Le truc pour déconstruire, comme tu dis, c'est qu'il faut détruire. Et en fait, pour moi, ce qui est dur dans ce processus-là, c'est de regarder en face tous les trucs qui t'ont construite et qu'il faut les détruire. Mais il faut pas juste les remachiner. Non, il faut les regarder en face, il faut les casser. Exactement. Et en fait, les regarder en face, c'est horrible. Regarder en face ta famille, les gens les mecs qui n'ont pas été cool avec toi, par exemple, ou les femmes, bien sûr, qui n'ont pas été cool avec toi. Et prendre la responsabilité de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Mais c'est comme à la fin de 6e Sens. Tu te refais tout le film. Tu sais, tu dis, pardon pour le spoil, mais il était mort depuis le début. Et là, tu fais, mais en fait, je me faisais avoir depuis le début. Et c'est d'une violence. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à enrayer le processus. Tu préfères rester dans ton déni et continuer dans des histoires super compliquées, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quelque part compréhensible. Donc, c'est chez First. Ça s'appelle... Le jour où j'ai rencontré le connard de trop. Voilà. A priori, pas si, j'allais dire pas beaucoup de liens avec ta daronnerie, mais finalement si, parce que c'est des trucs que tu ne refileras pas à ta fifi, quoi. Franchement, j'essaie de construire un monde j'essaie de construire le monde que je n'ai pas connu pour elle. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Je veux qu'elle grandisse en disant, en fait, si un homme ne me choisit pas, déjà tant pis pour lui. Et tout ce que toi tu enseignes aussi dans ton œuvre et dans tes podcasts, et merci pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà quoi. Il y en a marre quoi. Ras-le-bol. Tu parles aussi de ta vie de maman dans ton spectacle. Oui. Qui s'appelle Trop. Oui. Avec là les gens ne l'ont pas, mais je mettrai un lien vers ton Insta. Il y a ton affiche fabuleuse qui nous fait penser un peu à une comédie des années 80, quoi. On m'a dit aussi Madonna niçoise, donc tu vois, c'est vraiment de celle deux ambiances. Mais parce que quand tu regardes, en fait, c'est marrant, l'affiche, c'est autant Madonna que Madonna niçoise. Qu'est-ce que tu regardes bien. Si tu fermes les yeux, tu vois Madonna niçoise. C'est vrai. Ouais, maintenant tu le verras tout le temps. Ouais. Et tu joues à la rentrée au point virgule. Au point virgule, je reprends le 14 septembre. Ok.
Je mettrai tous les liens pour les gens qui merci. veulent aller voir. Et tu es venu, et merci. Je suis venu et j'ai beaucoup aimé. Oh, merci. Tu parles pas mal de ta condition de maman, parce que c'est ta vie, quoi, finalement, aujourd'hui. Mais parce que c'est elle qui m'a redonné envie de monter sur Ouais. scène. Parce que bon, tu connais aussi, je me suis beaucoup auto-sabotée. On avait failli commencer, toi et moi, une collaboration. Oh là là. Que j'ai auto-sabotée. C'était génial. Ouais, je me rappelle. Non, mais pardon, je te présente mes excuses, mais tu voulais mettre des billes sur moi et j'ai Ouais. tout fait pour que tu ne le fasses pas parce que je me sentais pas légitime et que je me. Mais je crois que c'était dur pour toi de monter sur scène. Au-delà de ça, en fait, c'est que j'ai l'impression que tu as eu plutôt une carrière d'autrice, où tu as Bah, écrit plein de choses dans l'ombre pour plein de gens. Bah, carrière d'autrice, mais surtout, j'ai fait énormément de télé, de radio et tu peux pas être plus dans la lumière que quand t'es à la télé. Et pourtant, la scène continue de me faire peur. Ah, donc tu fais vraiment une distinction. Bah. Oui, disons, c'est mon cerveau qui faisait la distinction. Ouais. Parce que tu vois, à un moment donné, j'ai arrêté la scène, mais j'ai accepté de faire l'émission de l'après-midi de Dev sur France 3, qui était regardée par 600 000 personnes. Donc à un moment donné, ça n'a aucun sens. Non, alors que j'adore la scène, mais en fait, il y avait ce syndrome d'imposture où vraiment il y avait une dichotomie qui était trop grande entre moi, ce que j'avais envie de faire et ce que j'avais envie de défendre, et l'identité qu'on m'avait donnée. Puisque quand tu as subi des agressions et qu'on t'a pas protégé, ou même pire, ce qui m'est arrivé, on a donné raison à ton agresseur, en fait, tu grandis vraiment en pensant que t'es qu'une merde et en te protégeant et en évitant. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet de mon livre d'avant, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. C'est-à-dire qu'en fait, en sabotant notre collaboration, Fabrice, j'ai peut-être dû passer pour quelqu'un de toxique et de malveillant, mais en fait, c'est juste que je me faisais absolument pas confiance et je voulais juste me protéger d'un succès que je mériterais sûrement pas, en fait. Oui, je suis assez d'accord. Bah ouais, c'est ça. Donc, et donc après, il y a eu le Jamel Comedy Club où là, pareil, opportunité de ouf. Donc j'étais obligée de dire oui. Je suis restée 4 ans au Jamel Comedy Club à faire des bons trucs quand même. Sinon, ils m'auraient pas gardée. Et en pensant que j'étais que de la merde. Et en fait, du coup, je me suis Jamel Comedy Clubisée, où j'ai commencé à faire des trucs pour faire plaisir, pour que ça plaise. Tellement j'avais peur qu'ils me rejettent, tellement j'avais peur. Et à la fin, Jamel a produit mon spectacle et ça s'est très mal passé. Vraiment, ça n'a pas marché du tout. C'est pas de sa faute, hein, c'est complètement de la mienne parce que j'étais devenue j'étais devenue ce que je n'étais pas, avec un spectacle qui ne me ressemblait pas, que j'avais pas du tout envie de défendre. Et j'ai arrêté la scène. Et là, j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de radio pour gagner ma vie. Et ensuite, il y a eu mon accouchement. Et c'est là que la maternité intervient parce qu'il s'est passé un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais perdu toute ma créativité humoristique, vanesque. Et en fait, donc, j'ai mes premières contractions. Donc, horrible, hein, désolée, hein, je vous le dis. Mais et là, je crois que je vais mourir. Et il y a donc il était 5h du matin, avant que l'anesthésiste arrive pour ma péridurale, en fait, ils m'ont mis un gaz hilarant. Et en fait, mais je sais que c'est une expérience de drogue, hein. Je sais que voilà. Et en fait, donc je souffre le martyre, des contractions, ça fait très mal. Ils me mettent le gaz hilarant, je respire, et là, je me dis, et maintenant, tout ira bien jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'en fait, c'est la drogue, en fait. Ouais. Et en fait, tout d'un coup, je me suis mise à me détendre. Et je pense vraiment que ça a ouvert un truc. Là-dessus, je me suis mise à me détendre. Après, j'ai eu ma péridurale. Et en fait, c'est un accouchement très long. Je suis restée à attendre sous péridurale pendant 15 heures, je pense bien. Avec cet enfoiré de Bruno. Bon, je l'aime beaucoup, c'est le père de ma fille. On est restés très, très amis. Mais il est rentré à la maison, il s'est endormi. Donc en fait, je suis restée... il répondait plus au téléphone. Ah merde. Et en fait, j'étais là, donc avec péridurale à volonté. Bah, tu peux rien faire, tu sais, les infirmières, elles ont autre chose à foutre, quoi. Ouais. Et là, Fabrice, j'écris des sketchs. C'est fou. T'as sorti un carnet, tu veux dire? Ouais. Et en fait, le sketch que t'as vu sur l'accouchement, je l'écris là, en fait. La vanne, j'avais tellement mal, j'ai demandé une péridurale, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie. Je l'ai écrite pendant que j'avais ma péridurale et que mais je crois que c'est la drogue, le soulagement, la joie de donner naissance. Oui, puis c'est ce que tu fais depuis toute ta vie, en fait, d'écrire des vannes. Donc, il y a un truc un peu automatique, quoi. Oui, puis le cerveau était en danger. C'était tu vois ce que je veux dire, tout d'un coup, un pic, un truc hyper intense d'un point de vue émotionnel. Et je me suis retrouvée, en fait. Et après, les jours, les semaines et les mois qui ont suivi ont été très difficiles. Déjà, accouchement horrible, ma fille a failli mourir. Donc voilà, ça, j'ai pas vu arriver. Ensuite... Quoi, ta fille a failli mourir? Bah, en fait, elle est née... qu'on parle de ça, hein, vraiment. Avant, on va parler de plein d'autres choses. Ah, bah oui, mais parce que je sais pas. En fait, elle est née avec... elle avait le cordon ombilical autour du cou. Et en fait, ça a été très anxiogène parce que tu sais, quand c'est comme ça, le protocole... Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est de te faire croire que tout va bien. Sauf que moi, j'ai vu que ça allait pas bien. Donc, en fait, ça crée tout d'un coup une dissonance où tu sens bien que tout le monde te ment.
Et c'est pire que tout, en fait. C'est vraiment pire que tout. C'est là où la drogue intervient. Bah Il faudrait plus de drogue à ce moment-là. Mais là, je regrettais d'avoir ma péridurale parce que je voulais sentir en fait ce qui se passait. Je sentais bien que les bips étaient bon, bref. Et puis après, tout d'un coup, tu sais, les gens sont hyper gentils avec toi. Puis tout d'un coup, il y a une grosse équipe médicale qui arrive. Tu comprends pas en fait. Et tout d'un coup, on change de machin. On demande à Bruno de partir. On lui parle, il revient, il est plus pareil. Enfin, tu sais, c'est très bizarre. Et puis cet accouchement atroce où j'ai eu vraiment une boucherie, une boucherie. Et c'est drôle parce que après le lendemain, j'étais un peu trauma et puis voilà. Mais en fait, je savais qu'il y avait un truc qui avait changé et que ce truc c'était pas forcément que ma fille. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai repris connaissance avec moi-même. Et surtout, tu sais, passer des années où en fait, on te sous-estime. Tu sais, j'étais dans une famille, d'abord une famille, entre guillemets, dite normale, et puis après une famille recomposée, où j'étais un peu le mouton noir. On m'appelait vraiment, même pas par mon vrai prénom, on me surnommait Marie-Chantal, parce qu'on disait que j'étais un peu délicate, j'étais trop sensible. Du coup, on m'appelait Marie-Chantal chez moi, c'était horrible. Et tu vois, genre, des petites humiliations, genre, on me renverse une bouteille d'eau sur la tête à un repas de famille. La grande a fait son anniversaire, elle m'invite pas, enfin, donc la fille de mon beau-père. Et en fait, c'était ça tout le temps, en fait. Donc j'avais fini par grandir en pensant que j'étais rien, quoi. Et tout d'un coup, j'accouche, quoi. Je fais, attends, mais en fait, la puissance, ouais. Et là, ça a planté une grosse graine, plus les carnets que j'avais noircis avec mes contractions. Et là, ça a été le début d'un changement qui est... Oh, c'est pas un déclic, hein, c'est pas juste comme ça. Ça a été un changement sur 5 ans. Et c'est passé par ma démission d'Europe 1, et c'est passé par un tas de trucs. Et je pense que ça passe encore par le jour où j'ai rencontré le connard de trop, et pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines où j'ai décidé que maintenant j'en avais plus rien à foutre d'être sans maquillage sur mes vidéos Insta. Parce que j'en ai marre en fait d'essayer de m'adapter à un patriarcat qui veut pas de moi. Donc voilà, je pense que ouais, l'accouchement ça a été vraiment le point de départ. En plus, quand j'étais à la maternité, il m'est arrivé un truc vraiment horrible. C'est-à-dire, je viens d'accoucher, donc dans les conditions que je viens de te décrire. Et là, j'ai un message de mon père, à qui je suis plus en contact depuis des années, qui me menace de me traîner en justice si je continue de parler de mes agressions sexuelles. Donc c'est pas lui qui m'a agressé, mais lui il a protégé mon agresseur. Et donc il sait très bien qu'il vient d'être grand-père. Il sait très bien que je suis à la maternité. Il le sait. Ouais. Et donc il sait pas dans quel état, mais il le sait. Et là, il dit pas, tiens, je vais envoyer un message pour dire, écoute, est-ce qu'on peut pas faire table rase du passé ? J'ai merdé, pardon. Essayons de construire un truc ensemble. Non. Il m'envoie un message et en fait, c'est la perversité du narcissique qui veut exister dans ce moment, mais qui sait pas ouvrir son cœur, qui sait pas demander pardon. Et je pense sincèrement que mon père pensait que j'allais lui répondre oh, tu sais, je viens d'accoucher, si on mettait tout ça de côté. Je pense qu'il pensait vraiment que j'allais faire la petite fille. Oh papa, ne sois pas si méchant, tu sais, je viens de donner naissance à... Je pensais vraiment qu'il pensait vraiment que j'allais faire ça. Et c'est pour ça qu'il a commencé par attaquer. Et puis non, bien sûr, j'allais pas faire ça. Donc j'ai répondu, j'étais sur mon lit à la maternité. Il demande même pas si sa petite fille va bien, quoi. C'est d'une cruauté. Et donc j'étais à la maternité et je lui ai répondu, grosso merdo, envoie-moi tes avocats, les miens sont prêts, quoi. Allez, salut. Enfin, voilà. Mais voilà. Après, je te dis ça, mais 1 an plus tard, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis dit, quand même, faut que ma fille rencontre son grand-père. Donc on a fait la rencontre. Et en fait, mon père en a profité pour encore une fois faire une tentative de putsch pour m'expliquer que c'est moi qui avais tort et que lui, il avait toujours été... Et puis là, j'ai dit, salut, on va arrêter les frais parce que ça commence à bien faire. Donc voilà. Waouh. Ouais. Et comme quoi, c'est important, tu parles de daronnerie aussi, cette responsabilité qu'on a. Est-ce que je coupe ma fille de ses grands-parents, quoi. Et en fait, c'est en écoutant le podcast Et peut-être une nuit, qui est génial, qui est sur l'inceste, où en fait, c'est une femme la personne qui a réalisé le podcast d'ailleurs, qui dit en fait, ma mère m'a dit trop tard qu'elle avait été violée par le grand-père en l'occurrence, et je lui en ai voulu de me l'avoir imposé, parce que maintenant je devais refaire l'histoire en me rappelant que mon grand-père... Et je me suis dit, c'est pareil avec ma fille, en fait, quitte à... aucune décision n'est bonne dans ces cas-là, mais je me suis dit, franchement, je veux pas lui imposer un connard dans sa vie, parce qu'il se serait comporté comme un connard avec elle de toute façon. Le fait de rabaisser, d'humilier les femmes, je veux dire, elle l'aurait subi de son grand-père aussi, donc... Bien sûr. En fait, c'est... Bon, après, personne n'est à l'abri de changer, tu vois, mais... Ça n'a pas l'air d'être le cas. J'ai rencontré un prêtre il y a 2 ans. J'étais avec Nicole Ferroni et toute l'équipe de Piquante. Et on a rencontré le père Jourdain Marie, qui était un prêtre canon. Et c'était pendant la série Fleabag, tu sais, avec le prêtre super sexy. Et donc j'ai fait une vidéo du prêtre. Et en loose day, un peu en cachet,
Et il m'a vu, bien sûr. Donc, il est venu me voir et puis on a discuté. Puis, au bout d'un moment, on a discuté toute l'après-midi avec tout le monde. Il est resté avec les piquantes. C'était hyper sympa. Et puis, après, c'était au haut de la montagne de Marie-Madeleine. Tu sais, il faut 1h30 pour descendre. Et trop gentil, il est descendu avec moi et Laura Demange. Et au côté... Enfin, c'était absurde. J'étais avec Laura Demange, un prêtre en tenue de prêtre. Enfin, bon, voilà. Et puis, au bout d'un moment... on parle des parents et tout, et puis je sens que Laura... Attends, on est bien d'accord que ce prêtre, c'est le prêtre qui est sur TikTok, là, c'est ça ou Non, rien à voir. Il serait surtout pas sur TikTok. Ok. Ouais. Et donc je sens que Laura, elle me lance des regards, genre vas-y, parle-lui, parce que c'était très chaud pour moi à l'époque. Et j'ai raconté mon histoire au Père Jourdain-Marie, et en fait, il m'a dit qu'il fallait ouvrir son cœur au pardon véritable. Il m'a dit, ce qu'a fait votre père est grave. Et d'avoir un prêtre en tenue qui te le dit, c'est assez impressionnant d'un point de vue sophrologique, ça a eu un petit impact dans mon cerveau, tu vois. Et il me dit, mais il faut ouvrir votre porte au pardon véritable. Et d'ailleurs, je veux arrêter de le dire ça dans les podcasts, qu'un jour, ma famille va tomber dessus et ils vont croire qu'ils ont la solution de l'escape game. Ils vont dire, ah, c'est ça qu'elle veut, c'est un pardon véritable. Bah, vas-y, envoie-lui, ça sera pas sincère. Mais je le sentirai de toute façon. Oui. Et je me suis dit, bah, je vais ouvrir ma porte au pardon véritable, mais je l'aurai jamais. Donc, parce qu'en plus, j'avais un peu gardé contact avec ma mère. Tu crois vraiment jamais t'as fait une croix dessus? Il vaut mieux faire une croix. Bah, en tout cas, j'attends pas. De toute façon, c'est aussi un peu le sujet de mon bouquin Le Connard de trop, c'est qu'il faut jamais faire dépendre son bonheur du bon vouloir de quelqu'un d'autre. Hein. Jamais. Donc, oui, j'ai fait une croix dessus. Et puis après, à un moment donné, tu sais, l'ardoise, elle est tellement lourde. Tu vois, faut arrêter aussi de rejeter la faute sur la victime en disant « Ah, mais tu ne pardonnes pas, il faut accepter de pardonner et tout. » C'est très personnel quand même, le pardon. Et puis surtout, je pense que la santé mentale, elle dépend aussi parfois du pardon que tu donnes ou que tu ne donnes pas. Et que moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas encore assez réparée pour... Tu vois. Ouais, je comprends. Il y a un temps pour tout. Mais exactement. Mais c'est pour ça, tu vois, quand je disais tu l'auras jamais, pour moi, il y a un vrai truc où tu fermes la porte. Peut-être que en résonance à ce que dit ce prêtre, au secours, mais je suis pas très religieux. Mais moi non plus, c'est ça le pire. Oui. Mais j'en profite pour placer une petite pour ce bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents, qui m'avait été recommandé par ma psy, pour redéfinir une relation adulte, une relation enfant-parent à l'âge adulte, où en fait ils amènent, parce que c'est un couple de psy, ce concept d'ex-enfant et d'ex-parent. Et j'en parle très régulièrement dans le podcast, mais je sais que, tu vois, ça fait partie des trucs où, en fait, à l'âge adulte, t'es plus l'enfant de ton parent. Tu es l'ex-enfant, et en fait, il est l'ex-parent. Et je trouve que ça change complètement. Enfin, c'est un vrai pas de côté, en fait, par rapport à ce lien qu'on peut continuer à entretenir à l'âge adulte, qui est parfois empreint d'une loyauté un peu mal placée, parfois. Complètement, ouais. Donc, bon, voilà, j'en profite pour le placer là. C'est très bien de le dire. Mais puisqu'on parle de parents, tu vois, moi j'avais toujours gardé ma mère dans mon entourage parce qu'elle aussi, elle a été victime malheureusement, comme tellement de femmes, surtout à son époque. Et du coup, j'avais tendance à oublier ce que j'avais vécu aussi avec elle, tu vois. Et en fait, on a eu une conversation à cœur ouvert il y a un mois et je lui ai dit des choses, et elle m'a dit des choses et c'était super puissant. Et je lui ai dit, tu sais, toi et moi, on a toutes les deux subi des agressions, il faut qu'on se serre les coudes, enfin c'est difficile et tout. Elle me fait, ouais, t'as raison. Elle m'a dit, mais pourquoi tu portes pas plainte contre ton agresseur? Et j'ai dit, j'attendrai quand tu seras plus là. Parce que j'ai pas envie de t'imposer ça, parce que c'est un de ses proches, etc. Après, elle me parle d'autre chose, elle me parle de son jardin. La journée se passe, et après, je joue mon spectacle, et je sors de scène, il est 23h, ma mère m'appelle. Et en fait, je décroche, elle m'insulte, et elle raccroche. Et dans ses insultes, elle disait « Comment oses-tu me dire que tu feras des choses après ma mort? Comment tu oses me parler d'après ma mort ?» Et ça, sortir une phrase de son contexte, pour la retourner contre moi, et pour me déverser de la violence, ça a été toute mon adolescence en fait, tu vois, et toute ma vie de jeune adulte. Et en fait, ça a été vraiment un choc, mais ça a été une incroyable expérience émotionnelle, parce que j'étais dans le métro et tout d'un coup, j'ai eu 12 ans, Fabrice. Tout d'un coup, j'ai eu 12-13 ans et je me suis dit, je vais rentrer et ma mère sera bourrée. Parce qu'en fait, quand elle faisait ça, à cette époque, quand je rentrais du cinéma avec mes copines, ou même quand je rentrais du lycée d'ailleurs, ou du collège en l'occurrence, je savais que j'allais rentrer. Je savais pas dans quel état j'allais trouver ma mère. Je savais que j'allais pas bouffer. Je savais que j'allais avoir de la musique jusqu'à pas d'heure, que le lendemain j'allais aller au collège hyper fatiguée, que j'allais me mettre en situation. Et là, en fait, j'ai réalisé que j'allais rentrer chez moi, au calme, que le frigo est plein, que personne allait me faire chier et que personne allait me crier dessus en fait. Et en fait, ça a été une expérience folle, mais je te jure folle, le soulagement que j'ai ressenti en passant la porte de chez moi.
Et là, j'ai eu et comme c'est la promo du bouquin et que je parle énormément de mes parents en ce moment, là, j'ai décidé, en fait, c'est quoi ? Je vais plus protéger ma mère non plus, en fait. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible, c'est plus négociable, en fait. C'est plus... je veux plus de ça dans ma vie, en fait. Ouais. Tu vois ? C'est plus possible. Je comprends. Est-ce que tu voudrais dire que c'est la maturité, quelque part, qui parle ? Je pense que c'est l'amour de soi. En fait, parce que ça y est, je m'aime assez pour plus accepter ça. Alors qu'avant, j'avais toujours un doute. Et même, tu vois, c'est drôle parce que y a beaucoup de lectrices qui m'écrivent après le jour j'ai rencontré le connard de trop, qui me disent que je suis trop gentille avec le connard parce que je décris des faits et je dis oh mais il a des blocages émotionnels et tout ça. Et l'autre jour, j'ai fait l'émission de Salomé Saki sur Blast et elle me l'a envoyé pour que je prévisionne. Et en fait, je suis effarée de comment je protège Che Guevara. Mais c'est-à-dire, c'est des petits trucs de langage. C'est-à-dire que j'ai envie de dénoncer ce que j'ai subi, mais par exemple, je dis les victimes entre guillemets. Entre guillemets, où elle me parle de violences psychologiques et je lui dis alors des violences, ce que tu appelles des violences psychologiques, donc je minimise en fait le terme qu'elle vient d'employer et qui est pourtant très fort et qui est juste. Et avec le recul, je me suis dit mais en fait jusqu'à la fin, je vais protéger ce connard que j'appelle Che Guevara dans le livre. Et en fait, d'ailleurs, Pourquoi tu le protèges ? Parce que j'ai de la tendresse pour le bourreau, comme j'ai eu de la tendresse pour les hommes de ma famille. Et parce que c'est tellement plus facile de penser que la personne a des blocages émotionnels. C'est-à-dire que moi, jusqu'à encore il y a 3 semaines, jusqu'à ce que je discute avec lui et qu'il me dise que non, je pensais qu'il avait été violé ou battu. Parce que je me disais, ces comportements qu'il a eu avec moi, c'est forcément des comportements d'enfants battus ou d'enfants violés, parce que sinon il n'aurait pas fait tout ça. Et comme une connasse, quand le bouquin est sorti, je me suis dit quand même, j'ai écrit un livre sur lui, c'est ardos. Je lui ai envoyé le livre et je me suis dit je vais faire un petit SAV quoi. Et il a été très cordial et bienveillant au début en me disant écoute t'as bien fait d'écrire le livre et tout, j'étais très surprise et du coup je me suis dit je vais en profiter pour lui demander est-ce que t'as été battue ou violée, et là-dessus il me dit non, et là-dessus ça toutes mes théories se cassent la figure et là je fais waouh, en fait c'est juste un connard en fait. Oui, c'est que c'est juste un connard. tu cherchais des excuses, mais parce que en fait c'est ce que tu dis, ouvrir les yeux, c'était trop violent en fait. Ouvrir les yeux sur le fait qu'il m'ait demandé de venir le sucer dans son bureau, par exemple, c'était trop violent, alors qu'il me ghostait depuis des semaines. Ouais. C'est trop violent. Et là-dessus, là j'ai un peu paniqué. Et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on se voit parce que j'ai besoin d'avoir des explications, etc. Et là-dessus, il était tout très enthousiaste. Et en fait, il me dit, mais oui, mais voyons-nous, machin. Et après, je lui dis, mais on se voit est-ce que c'est amical? Et là-dessus, il m'a dit, oui, de toute façon, je suis en couple et très heureux. Et là, c'est-à-dire que là, il me dit qu'il y a une femme qu'il respecte et avec qui il a décidé de s'engager. Alors que moi, pendant 1 an, il a joué au chat et à la souris de façon extrêmement cruelle. Et c'est pas comme si je disais pas que je souffrais. Tu vois, je lui disais, en fait, c'est difficile et il continue. Enfin, tu vois ce que et là, tout d'un coup, je suis en couple très heureux. Donc, waouh. Et c'est là que j'ai dit, tu sais quoi, plus rien à foutre. Maintenant, je fais des vidéos sans maquillage. Vraiment, j'en ai marre, en fait, des hommes. Allez tous vous faire foutre. J'en ai marre, en fait, d'être désirable pour vous. En fait. Juste, le prochain qui sera là et qui m'acceptera, il m'acceptera comme je suis. J'ai plus envie de vous trouver des excuses, en fait. J'ai plus envie de vous inventer des blocages émotionnels. Il y en a vraiment certains d'entre vous, vous êtes vraiment des énormes connards, il faut en parler, en fait. Ouais, je comprends. Mais en fait, non, mais je comprends. Et d'un autre côté, tu sens bien quand tu dis ça que tout part de toi. C'est-à-dire que quand tu dis, ok, maintenant j'en ai marre, je fais comme je veux, je me sens libre. Ouais. D'un coup d'un seul, t'ouvres une porte que t'avais jamais explorée auparavant, quoi. C'est trop intéressant. Ouais, et surtout c'est marrant parce que là je me maquille plus trop sur les. Enfin, vous avez qu'à regarder. Oui. Maintenant sur Instagram, je fais plus gaffe à mon meilleur profil, déjà gain de temps et d'énergie. Oui. Mais surtout, je trouve qu'il y a une autre beauté qui émane. Qui est pas forcément l'authenticité, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, un truc, une force, et puis tout d'un coup, je réalise que je suis en train de m'habituer à mon visage, en fait. Mais comme tous les gens que je connais. Parce que les gens que je connais, qui me voient sur Instagram, c'est pas la même Christine qui connaît. Parce que toi, tu m'es en face, tu me connais depuis des années, tu connais mon visage, tu connais mon double menton, tu connais ceci, tu connais cela. Tu vois bien que quand je suis sur Instagram avec mon meilleur profil et la meilleure lumière, c'est pas ça vraiment mon visage. Et comme chez Guevara, le mec de mon bouquin le voyait aussi. Non, mais en plus, on se dupe, on est bête. Enfin. Mais Non, t'es pas bête, tu suis les... Je suis endoctrinée. Tu suis les règles. Ouais, c'est ça. Et j'ai même envie de te dire, pour moi, tu vois, c'est toute cette histoire de relations toxiques et tout, mais tu dois être dans la génération. C'est que pour moi, Sex and the City, c'est vraiment pire série. Il y a du pire et il y a du bon.
Alors, Ouais. il y a du super, parce que à l'époque, pour moi, c'est vraiment la toute première série qui parle des meufs, qui montre des meufs en train de parler de sexe de façon extrêmement ouverte et tout. Mais cette relation entre Big et Oh là là. Carrie, là, Cauchemar. qui était, je me souviens même à l'époque chez Mademoiselle, je m'étais embrouillé avec la rédac, parce qu'elles adoraient toutes Sex and the City. Moi, je me disais, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est un connard avec elle? Et elle le voyait pas. C'était vraiment un vrai angle mort. Alors que c'était des meufs féministes et tout, quoi, tu vois. Là, il a payé hein, dans Just Like That. Bah, je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi? Ah, tu es dans le déni. La suite. Non, je l'ai pas vu. Ah, C'est d'accord. c'est quoi? J'ai arrêté, Bah, je te moi. en fait, les premières minutes de Just Like That, Big meurt d'une crise cardiaque. Ah bah voilà. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était exprès. C'était la Ah oui. réponse. C'était la mort du connard. Oui. Mais parce que je regarde Just Like That, ils font un monde honorable quand même de beaucoup de Ok. trucs. Ils sont plus dans le slut shaming, le body shaming. Bah oui, mais en même temps, c'était il y a Bah, faut les comprendre. Déjà, 20, ils posent les bases. 30 ans. Tu sais, faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Hein. Moi, le premier épisode de Sex and the City que j'ai vu, c'était sur M6. J'avais 16 ans. Je sais pas si tu te rappelles. Carrie Bradshaw impose un cuni à un mec et elle se casse. Non, mais juste, c'est révolutionnaire en fait. Moi, enfin, tu vois. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans, je savais ce que c'était qu'une fellation. Et je savais même pas qu'on pouvait rendre l'appareil. Je savais même pas que que ça se faisait. Je sais même pas ce que c'était. C'est te dire, enfin, tu Oui. vois, l'apprentissage. Il n'y avait sexuel, pas Sex Education à l'époque, hein. Clairement. Non, c'est clair. Très très loin de Sex Education. Ah ouais, c'est clair. Donc oui, ils ont. Bah ouais, mais Bien sûr. Non, mais voilà. c'est sûr. Le truc, tu vois, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout de décryptage. C'est-à-dire que Big, il s'en prend jamais plein la gueule dans la série. Alors Jamais. ici, il y a Miranda, Samantha et Charlotte qui sont quand même les garde-fous quand même. Hein. Oui, Et mais. il y a plusieurs scènes où elle lui dit t'es obsédé, ce mec est un pervers et tout ça, quand même. Ok. J'ai l'impression que Christine a toujours besoin de défendre Big. Non, je défends pas Big, je défends l'œuvre. L'œuvre, d'une manière Ah non, générale. Big c'est un connard. Hein. Bien sûr. C'est un énorme connard. Pour moi, aujourd'hui, en fait, quand il y a des personnages qui font des conneries dans des séries, on leur en fout plein la gueule de façon très pragmatique. Il leur arrive des trucs, tu vois. Donc, tout comme le mec meurt, tu vois. Oui. Mais à l'époque, c'était pas vraiment le cas, quoi. Mais Sex and the City, tu vois, le premier film, il est génial. Le deuxième, c'est une catastrophe. Fallait pas. J'ai pas vu, j'ai Bah, arrêté. ne regarde pas. Enfin, je veux dire, ça sert à rien. Enfin, donc, c'est comme un pote à toi. Des fois, il fait des trucs bien. Des fois, c'est l'ensemble, c'est la moyenne qui compte. Reparlons de ta daronnerie, si tu veux bien. Donc de ta fille, Oui. qui s'appelle Jeanne, Oui. que tu appelles dans ton spectacle. Kim Jong-un. Ouais. Elle a quel âge aujourd'hui, Jeanne? Elle a 5 ans et 3 mois. Mon bébé. Et en fait, je voulais te faire parler aussi de maternité parce que j'ai la sensation, alors on se côtoie pas au quotidien, mais que ta fille, elle est partout avec toi tout le temps, dans toute ta vie, en permanence, et qu'elle est sur la scène, tu l'emmènes vraiment dans ta carrière d'artiste au quotidien. Oui, au début, c'était un peu par défaut. C'est-à-dire que moi, je suis très proche de ma fille. J'aime être maman profondément. Depuis le jour où elle est sortie de moi, je l'ai aimée d'amour fusionnel. C'est peut-être pas... Et quand s'est posée la question de la garde alternée, donc ça a été une rupture avec Bruno, une rupture saine et sage. On ne s'aimait plus, donc on n'allait pas se forcer à vivre ensemble. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 1 an et 2 mois. Ok. Et en fait... là, j'ai réalisé qu'on allait mettre assez rapidement en place une garde alternée parce que même si elle était tout bébé et que la société m'aurait donné le plus de temps avec elle, enfin tu vois, là pour le coup, c'est nous qui sommes avantagés pour une fois. Mais je voulais vraiment qu'on soit sur un 50-50 parce que je voulais pas que Bruno y perde. Et donc en fait, à un moment donné, je me retrouvais avec elle, mais j'allais pas sacrifier du temps avec elle parce que j'avais un spectacle en fait. Donc j'ai commencé à l'emmener partout parce que je voulais que mes 50% de temps avec elle soient vraiment 50% de temps avec elle en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème dans la société où vraiment on compartimente vraiment la vie pro et la vie perso, alors qu'autrefois, enfin tu vois, tout était mélangé et je trouve ça plutôt sain et que les enfants apprenaient le métier des parents sur place et que, enfin voilà, bon il y a du bon et du mauvais parce que c'est bien que les enfants aient une éducation aussi, mais du coup j'ai créé cette éducation un peu à la carte. Alors je sais qu'il y a des pédopsychiatres qui m'écouteraient, qui lèveraient les yeux au ciel ou quoi, mais avec son père vraiment. On la prend, on la balade, on lui fait rater l'école. Enfin, voilà, et puis elle est dans une école Montessori qui comprennent ça très bien. Et oui, elle fait les premières parties avec moi. Donc quelquefois, à 22h, ma fille de 5 ans est sur scène à faire des blagues devant 500 personnes. Alors oui, on pourrait penser que c'est pas normal. Bah moi, je parle toujours de Mozart dans ces cas-là. Je fais, Mozart, est-ce qu'on est venu faire chier les parents de Mozart? Non, mais après, c'est...
tu vois, c'est le ressenti. T'as des grandes ambitions pour ta fille. Ah là, t'imagines pas. Non, c'est faux. Elle fera vraiment ce qu'elle voudra. Non, j'ai pas envie de lui mettre quelque pression qu'il soit, mais c'est aussi une question d'envie. C'est-à-dire que si, le jour où elle me dit, c'est déjà arrivé d'ailleurs, où elle me dit ce soir j'ai pas envie d'aller faire le spectacle, bah c'est pas grave, sur le chemin je la dépose sur sa mamie, oui en l'occurrence, mais chez sa mamie on n'en parle plus, mais il y a une envie, elle adore monter sur scène, elle adore être avec nous, elle adore les loges, elle adore les adultes, elle adore, enfin voilà, donc elle a leur dédicacé mes livres avec moi à la fin, enfin donc en fait à un moment donné, bon bah faut faire ce qu'on aime aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça en fait? Parce que c'est tellement loin de ce qu'on imagine justement. Tu parlais tout à l'heure de tout ce qu'on t'a appris à faire et qu'il fallait que tu respectes les règles du patriarcat, etc. Bah là, typiquement, les règles du patriarcat, c'est, en fait, une maman, c'est à la maison, tu vois, où ça s'occupe de sa fifi. Bah, alors le patriarcat, moi, il m'en a fait beaucoup subir. Donc au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça explose. Et là, vraiment, on part dans l'autre sens. C'est-à-dire que vraiment le patriarcat. Vraiment, j'en ai vraiment rien à foutre en fait. Vraiment. Et encore une fois, là, je mesure mes mots, je pourrais être beaucoup plus vulgaire. C'est-à-dire que le patriarcat m'horripile. Maintenant, c'est vraiment tu peux être vulgaire hein, sur cette non, mais je sais même pas si je pourrais, mais tu vois, c'est-à-dire que vraiment, j'ai dit oui à des hommes toute ma vie en fait. J'ai dit oui et amen à des hommes toute ma vie, et même ceux qui ne demandaient rien. Ça, c'est-à-dire que tu vois, je travaille par exemple avec Nikos Aliagas et Jamal Debbouze, qui étaient des figures d'autorité, mais hyper bienveillantes, hyper gentilles. En fait, j'étais là vraiment à leur botte, à demander une validation et tout. Bon, moi, ça les saoule. Eux, ils misent sur moi, ils ont envie que je sois indépendante artistiquement et que je les surprenne. Ils ont pas envie que je sois là à manger dans leurs mains, à faire des selfies et à les célébrer sur les réseaux sociaux. Enfin, mais parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire avec les hommes. Parce que c'est horrible, hein, mais le gars qui m'a agressé sexuellement plusieurs fois, c'était un mec qui était méchant avec moi, qui était gentil avec moi que pour obtenir des faveurs sexuelles. Donc il y a un côté, faut toujours que je sois dans la séduction en fait. Et je sais que ça m'a coûté cher. Voilà, notamment une audition pour un média que je tairais avec un homme dont je tairais le nom parce qu'il est connu, mais je passe un essai avec lui pour une émission et premier réflexe que j'ai, c'est de le draguer. Mais sur le ton de la blague, mais bon, on est en 2009. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut amadouer les mecs, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut... non seulement ça m'a coûté cher, mais en plus, ça m'a grillé parce que là encore, c'est un média qui ne veut pas entendre parler de moi, en fait. Parce que, voilà, je suis vraiment passée pour une folle, en fait. Donc, voilà, c'était ça. Et au bout d'un moment, à un moment donné, marre, en fait. Je ne supporte plus qu'un mec m'impose quoi que ce soit. Et là, faut que je le soigne parce que ça peut devenir un peu embarrassant quelquefois. Mais le connard de trop de mon livre, il a été vraiment la dernière goutte d'eau, là. Là, vraiment, Ouais, on sent que t'es au bout du roule, là. Là, vraiment, l'autre jour, j'ai envoyé un message, parce qu'il était encore en mode qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Mais ferme ta gueule. Et en fait, j'ai envoyé un message. Ouais. Je pense que la Christine d'avant aurait dit oh, c'est gentil, il veut réparer. Et là, je lui ai vraiment envoyé un message en lui disant mais t'es vraiment le plus gros connard que j'ai jamais rencontré, en fait. Mais juste arrête, quoi. Et ça peut paraître hyper petit et tout, mais pour moi, c'est beaucoup d'écrire ça à un homme, en fait. Tu vois, parce qu'avant, j'aurais voulu garder la porte ouverte et on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre à tout jamais. Pourquoi tu dis qu'il faut que tu répares? Parce que tu sens que... Non, c'est lui qui me disait ça. Non, toi, tu disais il faut que je répare mon rapport aux hommes hétéros, c'est ça? Oui, mais après, tu vois, le livre il vient de sortir, c'est un peu frais, mais oui, je sens bien que... Tu vois, si je m'écoute, par exemple, j'ai pas eu de date encore cette année. Et d'ailleurs, faut arrêter ce truc de date. Moi, je pense que les connexions se font comme ça. On rencontre quelqu'un et tout ça. Faut arrêter de partir sur le truc de date où il y a un objectif forcément. On passe c'est un peu de l'évaluation. Enfin, mais quand j'ai quelqu'un qui me plaît, je sens bien que mon cerveau il est complètement en panique parce qu'on lui a pas appris. Il a peur d'être rejeté sans savoir vraiment si la personne lui plaît vraiment. Enfin, tu vois, il a l'impression qu'il va passer une évaluation, qu'il doit tout faire pour être... Alors qu'en fait, ça doit être fluide. La personne, tu lui plairas ou pas, quoi qu'il arrive, quoi que tu dises, quelle couleur de rouge à lèvres tu mettes, en fait, ça n'a aucune importance, en fait. C'est un truc hyper organique. Et je vois les deux belles histoires que j'ai eues dans ma vie, c'était mon premier amour, Stéphane, et donc le père de ma fille, Bruno. C'est vraiment les deux seules fois où ça s'est fait hyper naturellement, où je me suis écoutée et tout ça, et c'est les deux seules fois où j'ai pas eu à jouer un rôle. C'est quand même bizarre. Tu vois? Ou pas. Je pense pas. Et donc ouais, pour revenir à ma question, tu sens que tu dois réparer là, que de ce fait-là, toute cette histoire t'as... Alors c'est plus une réparation, parce qu'avant là c'est bon, on a démonté la machine, on a reconstruit tout. Là c'est plus une cicatrisation. Ça y est, la chirurgie est terminée. Donc là on a fait les points de suture et maintenant c'est encore un peu voilà. Mais là
vraiment, je suis en train d'accéder à un bien-être que j'avais jamais connu avant. Donc, c'est quand même hyper positif, quoi. Même s'il y a des rechutes, je peux me dire, ça y est, là, on a atteint cette barre qui était quand même très haute, ça y est. C'est quoi ce bien-être? Il se correspond, enfin, il se matérialise comment? Déjà, je suis, c'est difficile. Un apaisement. Je suis plus en train d'anticiper parce qu'en fait, j'anticipais toujours le pire, par exemple. J'avais toujours 3 heures, 2 jours, une semaine d'avance sur ce qui allait se passer. Être dans l'instant présent. Alors, je sais, c'est très à la mode de dire oui, le pouvoir de l'instant présent, mais c'est vrai. Alors, c'est pas en lisant le pouvoir de l'instant présent que vous allez réussir à être dans l'instant présent, c'est en expérimentant plein de trucs horribles et en traversant plein de trucs atroces qu'au bout d'un moment, vous allez réaliser que le bien-être, il est dans l'instant présent. C'est-à-dire, là, avec toi, tu vois, il fut un temps. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai fait un podcast avec toi il y a 1 an et demi et j'étais au fond du trou. C'est-à-dire, j'étais hyper fatiguée parce que j'étais à Télématin. J'étais encore dans la chronique d'avant, la chronique d'après. Enfin, j'étais pas vraiment avec toi, en fait. Alors, je sais pas si je me suis vraiment livrée ou quoi. C'était bien. Ouais, c'était, je pense, j'avais pas encore... je connaissais Che Guevara professionnellement, mais c'était bizarre. Et en fait, j'allais pas bien, en fait. Là, je suis avec toi, je passe un super bon moment. Et si... Enfin, voilà, je suis plus à attendre... D'où le couteau va... D'où le coup va tomber demain, d'où le coup va tomber après-demain. Parce que la vie, en fait, c'est vraiment nul. Il m'arrive que de la merde, parce que je suis une victime. Et j'ai tellement envie de rester une victime. En fait, non. Si on reprend les rênes du truc, surtout si on décide que notre bonheur ne dépend que de nous. Genre, si je suis mal, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre heureux qui ne dépende de personne d'autre? Tu vois, juste écouter, se faire un bon repas, regarder une bonne série... prendre soin de soi, enfin j'en sais rien, mais ça peut paraître un peu bateau ce que je dis, mais je vous jure, c'est la base. C'est la base. Ça te parle ou pas? Oui. Mais bon, j'ai 45 ans. Moi, j'en ai que 5 de moins. Hein, mais... En vrai, je crois qu'à 30 ans, j'aurais pas pigé. Mais parce qu'à 30 ans, on est dans la perf. On est dans l'objectif. Ouais. On est dans... Il faut arriver, il faut des followers, il faut des likes, il faut de l'argent sur le compte en banque. Puis en fait, au bout d'un moment, 40 ans, tu réalises que en fait, le bonheur, il est pas là du tout. Il est juste aller bien, passer un bon moment avec quelqu'un. Enfin, c'est vraiment ça la vie, quoi. Ou passer un bon moment tout seul. Mais en ce moment, vraiment, mon gros plaisir en ce moment, c'est de jouer au Uno avec ma fille. Parce qu'en fait, je découvre que c'est la première fois qu'elle joue à un jeu de société, qu'elle est forte. Et c'est des moments de kiff pur de jouer au Uno avec ma fille, tu vois. C'est con, mais... Vous jouez au Uno à 2? Ouais. C'est bizarre dans le Uno à 2. On kiffe. Ok. Ouais. Non, je me disais toujours, je crois au moins c'est qu'à 3 le Uno, mais bon. C'est vrai? Non, j'en sais rien. C'est pour ça que je me disais, je sais pas comment on joue au Uno à 2. Vous mettez une grosse pioche, c'est ça? Ouais. Les vraies questions. Vous écoutez Histoire de Daron pour vous poser les vraies questions. Est-ce qu'on joue au Uno à 1, à 2 ou à 3? Non, à 1, ça me paraît compliqué. Mais... Tu racontes, tu disais tout à l'heure que ta fille est à l'école Montessori. T'as plein d'anecdotes sur... Ouais. sur l'école Montessori. En fait, au début, moi, je les aimais pas, alors que je leur donne quand même beaucoup d'argent, parce que moi, j'ai un problème avec l'autorité. Donc, mais ça vient encore du patriarcat, alors que c'est que des meufs. Mais bon, bref, et je leur faisais jamais confiance. Les pauvres, j'étais toujours en train de chercher la petite bête. Mais pareil, j'étais dans l'hypervigilance de quand est-ce qu'elles vont me la faire à l'envers. Et puis, en fait, ma fille adore cette école, et puis j'ai réalisé à quel point c'était une petite bulle d'amour et de bienveillance. Par exemple, l'autre jour, ma fille, elle a mal à la gorge. Elle arrive, déjà, elle le dit à la maîtresse. Moi, j'étais dans une école catholique, jamais il me serait venu à l'idée de dire à la maîtresse, tu vois, que j'ai mal quelque part. Et la maîtresse, Christelle, elle lui dit, écoute, je vais te faire de l'eau, et je vais chauffer l'eau, et je vais te mettre du thym et du miel, et on va t'installer un petit coin dans le coin sieste, tu vas t'installer, et que quand tu te sentiras prête, tu pourras venir faire les activités avec nous. Je fais, waouh, même moi, personne ne s'est jamais occupé de moi comme ça. Et jalousie. Ouais, je trouve ça trop cool, en fait. Je me dis, au moins, elle est traitée... Enfin voilà, comme un être sensible, très sensible, qui a besoin d'affection et d'attention. Et moi, quand je suis pas là pour lui en donner, elle en trouve dans son école et je trouve ça merveilleux. Autre exemple, ils ont plus le droit de toucher les gamins quand il y a des accidents de culotte et tout ça. Je savais pas. Et à cause des affaires de... ce qui est très bien. Et en fait, ma fille a eu un petit accident de culotte l'autre jour et puis je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait une culotte sale dans le sac et elle portait la culotte de rechange. Et je lui dis qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et ce sont les autres élèves qui l'ont aidée. Et moi, j'avoue qu'en grande section maternelle, si je m'étais fait dessus à l'époque, on se serait foutu de ma gueule, en fait. Toute la classe se serait moquée de moi, tu vois. Et là, non, il l'aide. Elle m'a dit ça, vraiment. Et pareil, elle était pas traumatisée.
Moi, un enfant, à l'époque, moi, si je m'étais fait dessus en grande section maternelle, enfin, je veux dire, ça aurait été un trauma. Tout le monde se moque de toi, t'as pas envie de le dire, du coup, tu restes comme ça. Et là, c'était vraiment une anecdote. Oui, bah, c'est passé ça, alors du coup, machin, et Anna, elle m'a aidée, alors du coup, voilà. Et voilà. Et Oui, c'était pas une histoire. Et du coup, ça leur apprend à ne pas avoir honte d'eux-mêmes et à accepter. Oui, puis à s'entraider. Mais oui, mais je trouve ça merveilleux. Extraordinaire. Bah, c'est Montessori, donc voilà. Est-ce qu'on est en train de créer une génération de bisounours? On espère, hein. Bah après, faut aussi, c'est ça le problème, c'est l'écueil, il faut aussi leur apprendre à se défendre parce que je me dis, voilà, quand ma fille sera, bah déjà au parc, je vois quand elle est face à des petites caïds, enfin qui sont des enfants adorables au demeurant, mais je sens qu'elle sait pas faire avec, faire avec la turbulence et entre guillemets la petite violence, parce que ça peut être les vols de râteaux dans le bac à sable. Ma fille est quand même assez décontenancée avec ça, donc il y a peut-être un problème. Effectivement, non, tu sais quoi, dès là, je quitte, là, je vais la retirer de cette école et je vais aller la mettre... T'as raison. Tu sais, je vais même aller la mettre au lycée. Bah oui. Je pense qu'elle voit ce que c'est que la vie. La vie, c'est dur. Ouais. En plus, quand je disais bisounours, c'était pas péjoratif dans ma tête. C'est vraiment. Toi, tu l'as pris comme péjoratif. Mais oui. Ah mais non, moi pas du tout. Ouais, tu trouves que Parce c'est bien. Pour moi, c'est trop bien. En fait, j'ai des amis qui ont des gamins qui sont en Montessori. Ils ont un rapport à leurs émotions qui est incroyable, que j'aurais adoré avoir moi-même en tant que parent et que j'aurais voulu pouvoir refiler à mes mômes, quoi. Tu vois. Et je trouve ça. Apparemment, il y a mais ça dépend un peu des instituts. Mais si j'ai bien compris, dans le public, les instituts s'y mettent de plus en plus, tu vois, d'apprendre les émotions aux mômes et tout. Mais les pauvres, elles ont tellement délais, elles ont tellement pas de budget, pas de temps. Je sais pas si t'as lu le livre Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez. Non, j'ai suivi de loin, mais ouais. Elle a fait une expérience Montessori dans l'école publique et puis parce qu'elle raconte est à la fois très flippant et très encourageant. Oui. Enfin, Céline Alvarez, son travail. Ouais, je l'aime beaucoup. Qui est très chouette. Tu disais donc je t'ai vu dans une vidéo sur TikTok parce que tu fais des TikTok. Oui, je me suis mise. Je mettrai le lien vers ton TikTok merci, si jamais des gens veulent te suivre. Tu mets aussi tes vidéos sur Insta parce que je crois que je t'ai vu sur Insta. Oui, je fais les deux. Ouais. Tu fais les deux. Où t'étais en train de raconter qu'il y avait pas mal de gens qui t'en mettaient plein la gueule sur les réseaux parce que tu montres ta fille, alors tu montres jamais sa tête, hein, si je me trompe pas, mais tu la montres en train de vivre ta vie de vivre sa vie avec toi, quoi. Mais les gens me mettent plein la gueule tout le temps hein, sur les réseaux sociaux, pas seulement avec ma fille. Hein. Je sais pas. Toi alors non, moi j'ai arrêté. Ah, moi c'est l'ordre des choses. Je sais très bien, j'en sais rien, je sais pas qui nous écoute, mais tu vois par exemple, je dis un truc, je sais que je vais enclencher par exemple des fois je parle à quelqu'un pendant une interview et je sais que j'enclenche une vague de haine. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, donc la fameuse interview que j'ai faite avec Salomé Saké sur Blast, c'est un média qui est très suivi par des hommes. Voilà. Et là, je savais, je commençais une phrase et je me disais, là, je vais déclencher tel commentaire. Là, je vais déclencher tel commentaire. Par exemple, à chaque fois que, par exemple, je suis végétarienne, si je parle de végétarisme, paf, je sais exactement ce qu'on va m'écrire. Je sais exactement ce qu'on va me dire. Donc oui, moi, à chaque fois que je fasse quoi que je dise, je sais très bien que je sais ce que je vais déclencher. Et en fait, j'en ai plus rien à foutre parce que je me dis quelqu'un qui est heureux, qui est bien dans ses baskets, est-ce qu'il va aller prendre le temps d'aller attaquer des gens sur internet? Non. Donc ce sont des gens malheureux, écoutez, je suis bien triste pour eux, puis voilà. C'est juste que là j'avais trop de messages de gens qui me disaient que ma fille c'était pas sa place sur scène et que j'étais une mère indigne et que voilà, que ça commençait à bien faire, même des gens à la sortie des spectacles et tout ça. Alors ma fille, des gens à la sortie des spectacles, te le disent en face alors? Non, ils font des blagues, genre j'ai appelé les services de l'enfance et tout, enfin ça c'est moyen. Alors que ma fille elle est là, elle est super contente d'être là, bref, du coup je me suis dit allez, je vais faire une petite vidéo pour dire voilà, la vidéo elle est ce qu'elle aime, mais elle est trop bien. Merci. Mais... ta fille est donc en train de peindre le mur. Et je dis que chez moi il y a des règles très strictes. Ouais. Est-ce que tu pouvais nous expliquer le contexte de pourquoi ta fille est en train de peindre le mur? Ah mais parce qu'en fait on est en train de faire des travaux chez moi et du coup j'ai un très beau papier par Marcel Proust qui va s'en aller et ma fille crève de le colorer depuis des années et je lui dis allez c'est bon tu peux, puis je vais en profiter pour faire une vidéo marrante et la pauvre elle était là mais c'est vrai je peux, tu vas pas me gronder. Elle était trop mignonne et du coup la vidéo c'est, je dis à tous les gens qui disent que ma fille est mal éduquée, non je suis à la maison, il y a des règles très strictes et on la voit en second plan en train de peindre le mur, voilà. Elle a très bien marché cette vidéo. Donc, j'espère que maintenant les gens ne vont plus m'embêter. Tu crois vraiment? Ils trouveront autre chose. En fait, ce qui me fait peur, c'est les bad buzz. J'ai fait enlever j'ai demandé à Salomé Saké dans l'interview
d'enlever un truc parce que là je me suis dit il y avait une succession de phrases où j'étais pas contente et en fait elle me dit vraiment ça n'a aucune importance Christine, vraiment ça passe crème, vraiment on s'en fout et la pauvre ça lui coûtait d'enlever un truc parce qu'elle est journaliste et puis elle je sais même pas si elle l'a fait ou pas mais si elle le fait c'est par amitié mais tu vois tout d'un coup tu deviens complètement tu vois parce que tu sais que la peur du bad buzz devient plus grande que ton envie d'authenticité en fait. Ça c'est un vrai problème aujourd'hui je trouve. Bah, je te comprends. J'entends. non, mais vraiment, c'est... Et tu réussis à t'en libérer ? Ouais, bah, je suis là. Maintenant, j'ai décidé de plus m'en foutre. Mais encore une fois, tu vois, là, en fait, je sais que tes auditeurs sont hyper bienveillants. Je sais que, voilà, pareil, j'ai fait un long podcast avec Samélia l'autre jour. Ces auditeurs, c'est un peu les gens qui seraient susceptibles de venir me voir en spectacle, donc je me sentais un peu en confiance, même si je m'en suis quand même pris plein la gueule sous YouTube, mais j'en ai rien à foutre. Mais par exemple, Blast, c'est compliqué parce que c'est politique, parce que c'est Salomé Saké qui est brillante, que j'aime énormément, et je sais qu'elle est très regardée. Et puis là, j'aborde un sujet, les connards, où on pourrait dire encore, oh là là, ouin, qu'est-ce qu'elle vient nous faire chier avec son connard, alors que t'as des femmes qui meurent en Iran, tu vois. Oui. Donc et oui, et c'est vrai en fait, mais dans ces cas-là n'écoutez pas l'interview, mais donc ouais, c'est toujours, tu sais, t'as toujours peur un petit peu de te tromper, quoi, de passer à côté de ton sujet, et surtout, et c'est ce qui m'est arrivé avec ce côté, ce truc sur la végéphobie, de desservir ta cause. Et ça vraiment, c'est la chose qui me fait le plus peur, c'est de desservir la cause féministe. Je m'en voudrais beaucoup en fait. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de ta fille finalement, mais rien à foutre parce que je suis tellement imbue de moi-même. Non mais t'as raison, on a parlé de plein d'autres choses. Mais je peux te parler de ma fille. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Elle est merveilleuse, c'est l'enfant la plus brillante du monde. Je l'aime tellement. Des fois, j'envoie des SMS à son père juste pour dire mais qu'est-ce qu'elle est intelligente. Je rentre même pas dans les détails. Juste, j'ai des conversations de fou avec elle. Elle est mon soleil. Non mais c'est vrai, je te jure, je l'aime tellement. Je suis tellement fan d'elle. Elle est merveilleuse. À ce point-là, t'as zéro... J'ai zéro recul. Ah non, c'est l'amour de ma vie, je te jure. Elle m'énerve jamais. Parce que même quand elle est chiante, elle est marrante. Quand l'autre jour, elle a fait une connerie, elle m'a dit « Maman, je vais te dire quelque chose, ça va pas te plaire. » Et je me dis, là, quoi qu'elle me dise, elle peut avoir tué le chat. Oui. Et en fait, elle l'amène de façon tellement... Tu sais, j'en pleure de rire au moment. Elle l'amène de façon tellement drôle que vraiment, elle peut faire... Enfin, elle est merveilleuse. C'est un sketch. C'est une petite Jacqueline Maillan, tu vois. Elle est géniale. Alors, pour les jeunes qui connaissent pas Jacqueline Maillan, vous irez googler. Ouais, c'est une humoriste des années 70-80 qui vraiment me fait penser à ma fille. C'est vrai ? Bah oui, tu sais, ce côté un petit peu la bonhomie comique. Tu vois ce que je veux dire ? Et maintenant, tu vois, je t'en parle et maintenant, j'ai envie d'aller la chercher à l'école. Je l'aime tellement, bordel. Bah oui. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si elle écoute ce podcast dans 10 ans, ouais. Elle aura donc 14-15 ans. Ouais. Elle sera dans le dur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Bah déjà, je voudrais lui présenter mes excuses parce que j'apporte dans sa vie une histoire dont elle n'a pas forcément besoin, à savoir moi, mes traumas. Et je sais très bien, maintenant je crois dans les... Tu sais, on dit qu'on se passe les traumas de génération en génération. J'ai bonne espoir, moi, d'avoir enrayé tous les traumas de ma famille et qui se traînaient depuis plusieurs générations, et moi d'avoir été la génération qui essaye de régler les choses. Mais j'ai peur de ce que ça va lui apporter dans sa vie. Parce qu'elle aura forcément des trucs à régler, ne serait-ce de ne pas connaître ses grands-parents maternels, par exemple. J'imagine bien que ça aura un impact dans sa vie. Voilà, je voudrais lui dire ça, que j'ai fait du mieux que je peux. Elle me dit souvent qu'elle est triste qu'avec son père, on soit séparés. Mais ce que je lui dis et ce que j'invite les parents à dire, c'est qu'en fait, en fait, vaut mieux être... c'était la meilleure chose qu'on pouvait lui proposer. C'est une vie où on est séparés et heureux plutôt qu'une vie où on est ensemble et malheureux, et que malheureusement chacun arrive avec son lot, et je suis bien désolée que ce soit le sien, mais elle est brillante et merveilleuse, et elle en fera tout ça, elle en fera des arcs-en-ciel. C'est beau ce que tu dis. C'est vrai écrire des trucs, hein, je sais pas. Petit conseil. Je peux m'y mettre alors. Petit conseil. Donc pour resituer, le jour où j'ai rencontré le connard de trop, c'est chez First. Ouais. Je mettrai un lien pour que vous puissiez vous le procurer. Et puis donc t'es au point virgule à la rentrée. Ouais, c'est ça. À la rentrée pour ton spectacle Trop, ouais. Où tu parles beaucoup de ta maternité, entre autres. Hein. Tu oui, parles de plein de choses, mais tu parles pas je mal parle de ta aussi maternité. beaucoup des réseaux sociaux, des applis de rencontres. Ah là là, quelle joie. Des Disney, qui sont tellement sexistes, et puis plein d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Merci, Fabrice Florent. Des bisous. Bisous.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.